La CTM, Oui. c'est un sigle qu'on entend de plus en plus souvent et je pense qu'il faut l'expliciter parce que beaucoup de choses ne sont pas bien comprises par la population alors que c'est quelque chose d'important qui va se passer en fin d'année, cette fameuse élection. D'accord. Le principe à la base, c'était de faire des économies, n'est-ce pas? Je crois, hein, j'extrapole, hein, de fusionner deux assemblées, départements et régions. Enfin, en tout cas, en 2010, les Martiniquais ont lancé un message très fort au personnel politique, c'est qu'ils veulent une administration plus efficace, effectivement par le rassemblement du département et de la région, mais tout en restant dans le 73, c'est-à-dire en restant dans le droit français et européen le plus classique, c'est-à-dire que nous sommes face non pas à une évolution statutaire, mais une évolution administrative. Et en fait, cette collectivité territoriale est quelque chose qui est déjà en fonctionnement depuis 24 ans en Corse, qui a été amélioré à travers un certain nombre de dispositifs par le législateur. Donc, nous allons expérimenter cette nouvelle forme, c'est-à-dire cette prime de 11 n'existe pas en Corse, mais en tout cas le fonctionnement, c'est-à-dire un conseil, une assemblée, un conseil exécutif et puis des satellites à côté, eh bien, c'est quelque chose qui existe déjà et que nous allons peaufiner. Mais est-ce que quelque part les Martiniquais ont voté, ont refusé donc au départ ce mode de fonctionnement-là? Est-ce que quelque part c'est pas un peu une manière détournée de revenir à ce qu'on ne voulait pas? Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le peuple martiniquais a envoyé un message très clair. Moi, je crois qu'en partant de ça, il a dit, bon, on en a un peu marre de toutes ces discussions autour du statut. Nous sommes français, nous sommes européens, donc on reste là-dedans. Cependant, un petit territoire tel que celui-là a besoin d'une organisation administrative plus efficace. Donc, rassembler le département et la région. Souvenez-vous, il y a encore peu, quand vous avez un chef d'entreprise, un dossier à déposer, eh bien, il doit faire à peu près son chemin de croix en allant à la région, des fois un peu au département, et puis et puis il y a du ping-pong entre ça. Donc, désormais, la collectivité territoriale est très clairement fléchés comme responsables, par exemple, du développement économique. Donc, désormais, les chefs d'entreprise savent qu'ils ont une seule porte d'entrée. Et je crois que ça, c'est quelque chose, une évolution majeure. C'est-à-dire moins de perte de temps. Après, est-ce qu'on va arriver à des économies? Tout va dépendre de comment les choses vont s'organiser, comment les hommes et les femmes vont... On parle de doublons, des posteurs qui sont sous doublons. Oui. Donc, en théorique, c'est pour faire des économies, c'est pour être plus pratique, plus pragmatique. Mais est-ce qu'en pratique, ça va être évident de fusionner deux grosses assemblées comme ça? C'est sûr qu'on est devant le dernier chiffre donné par le président sortant et 4000 personnes entre les deux collectivités fusionnées. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de gens. C'est vrai qu'il y a aussi des champs particuliers. 4000 personnes les deux assemblées ensemble? Pardon? 4000 personnes les deux assemblées? 4000 personnes une fois que les deux assemblées sont réunies. Donc c'est beaucoup de personnes. Hein. C'est pas, il y a des gros... Quand on a... Mais c'est moins que la mairie de Fort-de-France. Oui, par exemple, mais la ville de Fort-de-France est dans une stratégie de réduction de ses salariés très forte. Donc là, nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Enfin, en tout cas, dans les premiers temps, vous avez sans doute connu cette actualité chaude où les personnels se posent beaucoup de questions parce que malheureusement, depuis 2010-2011, on sait qu'il y a une évolution et une fusion, mais les choses n'ont pas été préparées. Donc effectivement, le personnel se pose beaucoup de questions, à juste titre. Donc il faut les rassurer et leur dire, certes, c'est une évolution majeure, mais en tout cas à Martinique Gagnante, vu que je représente ce parti que je viens de créer, Martinique Gagnante, nous disons que tout le monde... Il n'y a personne de trop, mais cependant, il faut les bonnes personnes aux bons endroits. Parce que nous serons face à une évolution majeure, administrative, mais qui va demander à ce que nous soyons en capacité de discuter plus fermement et pour défendre nos intérêts par rapport à l'État français et par rapport à l'Europe. Donc, on doit changer de posture ou de logiciel, si vous voulez. C'est-à-dire, on n'est plus dans une attente que les choses viennent de l'extérieur, on vous donne ça, etc. Non, il faut que désormais, nous soyons en capacité de faire des propositions. Et moi, je cautionne les 4000 personnes qui sont à la région, qui sont des pères et des mères de famille qui gèrent des foyers, etc., d'être en capacité de comprendre qu'ils sont devant quelque chose de formidable à créer et à innover et qui se mettent au travail pour pouvoir le faire et le réussir. Parce que dernière indication, cette évolution institutionnelle, c'est celle-là qui aura lieu en France dans les 10 ans.
C'est-à-dire que dans 5 ans, c'est déjà inscrit dans la loi. Il y a une nouvelle loi. Donc la Martinique, c'est des laboratoires, donc. La Martinique et la Guyane servent effectivement de laboratoire, mais moi je dis, mais fiche nous n'y change, parce que on l'a voté. En 2010, nous l'avons souhaité. Oui. Or, la France va le passer de manière autoritaire. Vous avez vu comment, en début de l'année, le gouvernement a voulu réduire le nombre des régions et déjà supprimer les départements. Et comment cette levée de brocart a fait que on n'a fait que réduire le nombre des régions, mais le coup d'après, c'est de faire disparaître les départements. Donc nous, là, ils vont être sous la contrainte, et nous l'avons souhaité. Donc quand même, les démarches sont différentes. D'accord, mais pour le commun Martinique, qu'est-ce que ça va changer dans la vie quotidienne, ça va changer quoi pour nous? Le fait que on a un dossier à la région, qui chevauche entre départements et régions, donc on aura un seul interlocuteur. Est-ce que c'est ça seulement qui va changer pour nous, En fait, on est devant une évolution administrative majeure globale. Oui. Par exemple, Basse-Pointe fait partie d'une communauté de communes, donc Cap-Nord. Oui, Cap-Nord. Donc aujourd'hui, l'État français est très clairement dans une simplification administrative. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura certes déjà, avec le rassemblement de la collectivité, enfin du département et de la région, on simplifie ce niveau-là. Et après, il y a les communautés de communes et ensuite les communes. Ce qui veut dire que l'État souhaite avoir cette répartition. Et ensuite, après, répartir les rôles. Les communes, je pense, et le législateur le dit, resteront davantage dans la proximité. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une aide sociale, etc., c'est à peu près normal, ou bien que ce soit le maire qui soit le plus proche de ses administrés, qui soit le plus à même de porter cette assistante-là. Ensuite, au niveau communautaire, par exemple, on voit bien que chaque commune ne peut pas avoir une piscine. Eh bien, ce sont des décisions qui doivent être prises au niveau de la communauté, tout comme les déplacements, l'organisation des déplacements. Même si après, on monte au niveau supra, où il y a cette nouvelle collectivité qui arrive, où là, il y a une organisation de l'ensemble du territoire. Et je trouve que cette répartition plus harmonieuse des uns et des autres doit permettre d'avoir une meilleure lisibilité. Je reparle de chef d'entreprise. Un chef d'entreprise saura désormais que son interlocuteur, c'est la collectivité territoriale. Après, Cap-Nord ou sa commune peut avoir des actions économiques, mais en concertation et de manière homogène avec la collectivité. Donc c'est pour ça que cette évolution, pour moi, si elle est menée par des hommes et des femmes qui ont une vision de leur territoire, elle doit permettre d'arriver à quelque chose de plus fluide. D'accord. Est-ce que cette nouvelle collectivité, Madame Rosamond, aura plus de pouvoir? Est-ce qu'elle aura par exemple un pouvoir législatif? Est-ce qu'elle pourra voter des lois? Est-ce qu'elle pourra adapter à la Martinique? On sait bien que c'est toutes les lois qui sont votées en France ne sont pas forcément adaptées à la Martinique. Est-ce qu'elle aura un pouvoir législatif? Alors, nous sommes dans le droit commun. En restant dans le 73, tout ce qui est voté en France s'applique ici. C'est vrai, comme vous le disiez, qu'il y a des lois qu'on oublie de mettre la petite phrase qu'elle s'applique outre-mer. On l'a vu par exemple pour les mesures pour les agriculteurs. C'était une hérésie de penser qu'on prend des mesures en France et puis ça s'applique pas ici. Donc ça a été très rapidement rectifié. Donc nous restons dans ce droit commun qui veut que tout ce qui est applicable en France se retrouve ici. Cependant, la collectivité territoriale aura la capacité de faire des habilitations, ce que j'appelle de l'expérimentation. Par exemple, sur un territoire tel que le nôtre, nous devons avoir la capacité de faire évoluer nos bâtiments. Par exemple, nous sommes dans une zone sismique, cyclonique, etc. Il y a déjà des normes qui sont définies spécifiquement pour nos territoires, les normes de ventilation, etc. Ça, c'est de l'expérimentation que nous pouvons déjà faire. La Guadeloupe le fait et la Guadeloupe ne fait pas l'évolution institutionnelle. Donc, il y a déjà cette capacité. Vraiment, il faut qu'on comprenne bien que cette évolution administrative, la plus importante, c'est le rapprochement des deux collectivités. À part ça, nous restons exactement dans le droit commun. Il n'y a rien. La France, la Martinique ne va pas se retrouver à frapper sa monnaie. La Martinique ne va pas lever un système de défense. Et puis la Martinique, les Martiniquais ne vont pas perdre leurs avantages sociaux, etc. Non, on est complètement dans le droit commun par rapport à ça. D'accord. Donc
le pouvoir financier qui est alloué à la région et les finances qui sont allouées par l'État, je parle, les dotations de l'État à la région et au département, A plus B, ça fait une certaine somme. Ça fait 1,5 million exactement sur les deux budgets. 1,5 milliard. 1,5 milliard. Pour les assemblées. Est-ce que l'Assemblée unique aura toujours ce 1,5 milliard? Eh bien, vous savez, c'est une excellente question. La France, d'une manière générale, est dans une réduction de dotations aux collectivités. On ne va pas y couper. Donc, parce que de toute façon, on le voit, elle ponctionne certes sur les communes et les régions et les départements. Mais quand vous dites on ne va pas y toucher, mais je suis étonné parce que même en France, on voit bien que l'État diminue. Attendez, justement, je suis en train de vous dire, aujourd'hui, à l'instant T, à l'instant sur le papier, le département et la région Martinique fusionnés, ça donne 1,5 milliard. Mais nous sommes dans un contexte où il y a une baisse des dotations de l'État. L'État français n'a plus d'argent, n'a plus de trésorerie. Quand une entreprise n'a pas de trésorerie, c'est-à-dire qu'elle a du mal à payer ses salaires. Je sais pas, l'État français est à ce stade-là. Donc il ne faut pas se raconter d'histoire. Nous sommes dans un contexte de baisse des dotations. Donc, nos collectivités seront touchées par ça. Posez-vous la question. Pourquoi aujourd'hui, on l'a entendu aux actualités, il y a une augmentation du nombre d'entreprises qui vont devoir payer l'octroi de mer par simplement un jeu de la baisse du chiffre d'affaires concerné pour pouvoir payer cet octroi. On est passé de 550 000 à 300 000. Donc, Madame Roisemont, vous comprenez un peu l'inquiétude, je suppose, des pères et mères de famille. Si vous savez que nous sommes dans une logique de baisse des dotations de l'État, vous avez 4 000 salariés que vous aurez à payer, certainement. Absolument. Sans compter les frais que va engendrer cette organisation, parce que ça va engendrer des frais. Comment est-ce qu'on va faire pour financer tout ça? Eh bien, en fait, à Martinique Gagnante, ce que nous disons, nous devons nous mettre en capacité d'aller chercher d'autres lignes de financement. Oui. C'est-à-dire que nous allons continuer à avoir des projets et puis des nécessités de payer. L'État français baisse ses dotations, on ne va pas y couper. Maintenant, comment faire pour aller chercher, par exemple, d'autres lignes financières européennes? Il faut savoir qu'il existe plus de 800 fonds européens et nous, aux Antilles, en Martinique en tout cas, on n'émarge que sur moins d'une dizaine. Moi, je dis 5, mais peut-être pour ne pas froisser personne, je dis moins d'une dizaine, leaders, etc. Mais ce qui veut dire que nous ne sommes pas mis, depuis que l'Europe est très prégnant dans nos vies, parce qu'on le voit, hein, les routes, vos investissements, etc. Nous ne sommes pas mis en capacité d'aller chercher cet argent-là. Or, la France a transmis à l'Europe un certain nombre de prérogatives. Donc aujourd'hui, nos interlocuteurs, c'est l'Europe. C'est plus directement la France. La France va nous accompagner. Donc nous devons nous-mêmes être en capacité de discuter pied à pied avec l'Europe. Excusez-moi, je donnerai juste un exemple. La Réunion y parvient. La Réunion vient de lever plus d'1 milliard d'euros pour faire une rocade, alors que le contexte économique est le même et la baisse des dotations budgétaires. Oui. Comment la Réunion l'a fait? Parce qu'ils ont une task force, j'appelle ça comme ça, des gens hyper qualifiés qui sont en capacité d'aller porter des dossiers, de les monter et d'aller excusez-moi l'expression, les vendre à l'Europe. Et l'Europe les prend parce qu'elle sait très bien que grâce à l'outre-mer, elle est présente dans les 5 continents. Donc pour elle, elle a besoin que ces territoires-là se développent. Donc c'est à nous, Martiniquais, de se dire, certes, il y a une crise, certes, il y a une mutation, mais nous devons être en capacité de nous transformer et de monter notre niveau de discussion pour être pied à pied avec l'Europe. Donc, si on simplifie, vous dites que les politiques actuelles n'ont pas fait ce qu'il fallait pour avoir plus de fonds européens? En tout cas, ça a été mal fait. En tout cas, Martinique Gagnante, nous ne faisons pas de constat parce que nous considérons que les chiffres, les ratios de la Martinique parlent d'eux-mêmes. Nous perdons des entreprises, nous perdons des habitants. Sur les 2 dernières années, il y a plus de 60 000 personnes qui sont quittées la Martinique, des gens dans la fleur de l'âge de 18 à 40 ans. Oui. Donc ça, c'est l'INSEE qui le dit. Nous avons les investisseurs ne viennent pas. Vous voyez bien que nous avons des hôtels qui ferment et personne n'est là pour les reprendre. Donc moi, partant de ça, je me dis, il y a une problématique de méthode. Donc, à Martinique Gagnante, on se dit, il faut tester notre méthode, et nous en avons une. Nous sommes des gens qui avons fait la démonstration de notre expertise. Nous nous tournons vers les gens qui font la Martinique déjà, en leur posant une question simple. Comment faire mieux avec ce qu'on a déjà?
et puis en même temps, parallèlement, se mettre en mouvement pour pouvoir aller chercher d'autres sources de financement et attirer les investisseurs parce que nous aurons pacifié notre territoire. D'accord. Martinique, vous avez parlé de Martinique gagnante, vous en avez parlé plusieurs fois. Alors, pour ceux qui écoutent, on va tenter de définir ce que c'est que Martinique gagnante. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça a commencé quand? C'est quoi? C'est un mouvement Alors, politique? Martinique gagnante, c'est un parti qui a été lancé à l'occasion, que j'ai lancé à l'occasion de cette élection à la collectivité territoriale, pour une raison simple, c'est que nous nous sommes rendus compte, avec le groupe de personnes autour de moi, que on avait l'impression que les jeux étaient déjà faits entre les partis historiques. Or, principalement des entrepreneurs, vu que nous sommes des entrepreneurs, nous avons constaté que nous étions en quelque part dans de grandes difficultés. Je donne l'exemple de mon activité. Donc, je suis éditrice de magazine économique qui s'appelle Interentreprise. Je le fais depuis 17 ans. J'ai réussi à avoir jusqu'à 6 ou 8 salariés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 3 parce que l'activité se réduit. Et comme je vous disais tout à l'heure, les gens qui sont nos acheteurs, les personnes de 18 à 40 ans qui lisent la presse économique, sont en train de s'en aller. Ce qui veut dire que mon activité, si nous ne faisons rien, elle est appelée à disparaître. Vu que malheureusement, ce ne sont pas les gens à la retraite qui lisent de la presse économique. Et là, je cite une activité, mais je peux vous en citer d'autres. Oui, mais en quoi est-ce que vous vous différenciez des partis politiques que nous connaissons, Martinique gagnante? En quoi est-ce que vous vous différenciez d'eux? Nous nous différencions... Parce qu'il y a déjà beaucoup de chefs d'entreprise qui sont quand même engagés dans la politique. Absolument, oui. Et c'est très sain. Je pars du principe que des chefs d'entreprise se sont tenus à distance de la chose politique, considérant que, ils préféraient se concentrer sur leurs affaires, ce qui est tout à fait louable, mais à un moment, il faut ce que je dis, rendre au territoire. C'est-à-dire que Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, vu que nous sommes sur ces 3 périmètres, nous aident à vivre. Nous créons de la valeur et nous avons des clients qui nous le rendent bien. Donc, quelque part, si nous avons compris des choses, ça vaut le coup, comme nous mettons notre compétence et nos savoir-faire à la disposition du territoire pour qu'il aille mieux. Donc, c'est dans cette démarche-là que nous sommes. Et puis la deuxième, qui fait que nous sommes différents des autres, c'est que nous ne nous considérons ni de droite ni de gauche, parce que nous considérons que ces positionnements-là sont dépassés. À Martinique gagnante, nous avons 3 grandes visions pour pouvoir aller à cette élection. La première, c'est effectivement créer de l'emploi, générer de l'emploi par tous les moyens, en consolidant l'existant, mais aussi en allant chercher de nouvelles activités. Nous avons une action forte vers la famille, parce que nous considérons que la famille a été en quelque part laissée sur le bord de la route. Vous voyez aussi bien de la petite enfance jusqu'à plus loin, jusqu'à la vieillesse, il y a de nombreuses difficultés qui se font jour. Et puis de troisième direction, c'est la confiance. Rebâtir la confiance entre nous. Déjà, nous reconnaître nos valeurs, nos capacités de manière à aller plus loin. Ces valeurs-là ne sont ni de droite ni de gauche. Nous considérons que les Martiniquais qui ont envie de s'engager pour la Martinique peuvent rejoindre Martinique gagnante, parce que ça veut dire que nous avons envie de travailler à la réussite de notre territoire. Nous ne sommes pas dans des querelles de clochers, nous ne sommes pas dans des conflits de personnes, nous sommes là en disant que nous avons une capacité, nous devons la mettre à la disposition de notre territoire, simplement parce que je crois que ça ne peut pas être acceptable d'avoir que des réussites individuelles et sans penser à nos enfants et sans penser à la réussite collective. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui paraissent sur ce même champ, mais nous ne sommes pas dans la rhétorique, nous agissons. Mais nous ne sommes